Les dinosaures nous intéressent tous. La diversité de leurs formes, de leurs comportements et le respect qu'ils imposent nous fascinent, évidemment. Mais ce qu'il y a de plus fascinant est l'incroyable taille qu'ils ont atteint. Il est parfois bien difficile de s'entendre sur la taille d'un animal, parce que tout dépend de ce qu'on veut bien comparer. Est-ce qu'on comparera la longueur d'un animal, la hauteur d'un animal, ou encore la masse d'un animal? Pour des raisons pratiques, on utilise la plupart du temps la masse d'un animal pour savoir lequel est le plus imposant ou le plus grand. Comme par exemple, aujourd'hui, les baleines font exception dans le monde animal par leur incroyable masse de plusieurs dizaines, voire au-delà d'une centaine de tonnes. Et bien que la girafe soit très grande, à environ 5 mètres de hauteur, ou qu'un python soit très long, à plus de 6 mètres, ils ne feront vraiment pas le poids, sans faire de jeu de mots, avec une baleine. Alors si on utilise la masse pour déterminer la taille d'un animal, et qu'on se concentre sur les animaux terrestres, ceux qui ont foulé le sol, donc on exclut les animaux aquatiques, les dinosaures seront évidemment les champions de la taille. Et parmi les dinosaures, une certaine catégorie de dinosaures se distinguera encore davantage. C'est la catégorie des sauropodes. Les sauropodes sont ces grands dinosaures célèbres qui ont un très grand cou et une très longue queue, et dont les vedettes sont par exemple le diplodocus ou le brontosaure ou le brachiosaure par exemple. Ces animaux ont atteint des tailles immenses, et bien que leur masse ne s'approche pas de celle de nos plus grandes baleines d'aujourd'hui, ils rendent très certainement un éléphant très petit en comparaison. La question aujourd'hui, comment ces sauropodes ont-ils pu atteindre une taille aussi immense? Et je pense que la réponse va vous surprendre. Et c'est parti maintenant. Vous avez sûrement entendu plusieurs hypothèses au cours des dernières années pour essayer d'expliquer cette immense taille des sauropodes. Alors, on a proposé comme hypothèse, par exemple, que peut-être qu'au temps du Jurassique, il y avait davantage d'oxygène dans l'atmosphère, ou que la concentration en dioxyde de carbone était supérieure dans l'atmosphère, ce qui nourrissait davantage les plantes et fournissait plus de végétation, donc plus de nourriture pour les animaux qui ont pu ainsi devenir plus grands. Ou encore on parle des températures plus élevées au Jurassique. Ou encore que la nourriture de ce temps-là était plus complète ou plus nutritive, ce qui aurait dopé la croissance des dinosaures. Le problème est que la plupart des études qui ont étudié ces hypothèses nous montrent qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre la taille des sauropodes, qui a augmenté au cours du Jurassique, et ces facteurs environnementaux, comme la concentration en oxygène atmosphérique, par exemple. Alors, il n'y a pas vraiment de lien. Alors, peut-être que pour essayer d'expliquer la taille des dinosaures, il faudrait abandonner un peu les facteurs environnementaux externes, comme l'atmosphère par exemple, et plutôt se concentrer sur leurs caractéristiques évolutives. Et c'est là que nous trouverons notre réponse aujourd'hui. Par la simple observation, il est logique de constater que ce ne sont pas toutes les espèces qui ont le potentiel de devenir grands. Prenons simplement l'exemple des humains. Ayant dans le passé fait un choix évolutif de marcher sur deux pattes, d'être bipèdes, nous sommes limités dans la masse que nous pouvons atteindre parce que la masse du corps doit se tenir sur deux jambes, les deux membres inférieurs. Et donc, comparé à un animal quadrupède qui répartit sa masse sur quatre pattes, le concours n'est pas très égal. Alors, pour un humain, la limite de taille, le potentiel de taille, de gigantisme est assez limité. Or, si on regarde le schéma corporel d'un sauropode, qui est très différent de celui d'un humain, on peut voir, en étudiant en détail, qu'il était construit ou qu'il est fait pour être géant. Et voici quelques petits détails. Alors, comme chez les oiseaux, les sauropodes ont un squelette qu'on dit pneumatique, c'est-à-dire qu'il y a des cavités à l'intérieur remplies d'air qui allègent son squelette. D'ailleurs, si on faisait une comparaison avec un mammifère comme le rhinocéros, l'hippopotame ou l'éléphant aujourd'hui, on se rend compte que la densité des corps des grands mammifères est d'environ 1 kg par litre de volume. Alors que chez les dinosaures, on s'approche un peu plus des oiseaux à environ 0,8 ou 0,85 kg par litre. Ça veut dire, pour faire simple, qu'un sauropode pèse environ 10 à 15 % de moins pour la même taille qu'un grand herbivore. Ainsi, le sauropode pouvait se permettre d'avoir une taille énorme, sa masse n'augmentait pas aussi rapidement que celle d'un grand herbivore qui vit aujourd'hui, par exemple. Les membres des sauropodes et les principaux gros os étaient aussi protégés par davantage de cartilage articulaire que chez les mammifères.
Alors, expliquons-le comme ceci, la plupart des membres des sauropodes étaient protégés par des coussins plus épais, ce qui permettait de supporter une plus grande masse sur ses pattes. L'étude de la démarche du sauropode, en étudiant les traces fossiles, nous démontre que la majorité du poids de l'animal était placé sur les pattes arrière. Or, son squelette avait des vertèbres fusionnées, un peu comme le sacrum chez l'humain, qui fusionne 5 vertèbres. Alors chez les sauropodes, il y avait 4, 5 ou 6 vertèbres qui étaient fusionnées à la hauteur des hanches, et donc qui permettaient à l'animal de répartir plus solidement le poids sur les pattes arrière. Il est difficile d'ignorer le principal caractère des sauropodes, c'est-à-dire le très grand cou. Et ce très grand cou joue un rôle majeur dans la taille de l'animal, et j'y reviendrai dans quelques instants. Alors, comme on peut le voir, ces caractéristiques démontrent que les sauropodes étaient adaptés à une grande taille. Maintenant, pour atteindre cette grande taille, il faut une pression de sélection. Et généralement, pour les grands herbivores, cette pression de sélection est offerte par les prédateurs. Les prédateurs attaquent les proies et celles-ci ont donc tout intérêt à être plus grandes pour décourager l'attaque des prédateurs. En contrepartie, les prédateurs ont intérêt à devenir plus grands aussi pour pouvoir terrasser les grandes proies. Alors généralement, les grands herbivores sont attaqués par des grands prédateurs et il y a une certaine évolution parallèle qui est faite pour la grande taille. Maintenant, malgré cette pression de sélection, il faut avoir la possibilité de devenir grand, avoir ce potentiel. Et maintenant, répondons à la question la plus importante. Comment les sauropodes sont-ils devenus aussi grands? Pour devenir un géant, il faut au moins 3 caractéristiques. Énormément de nourriture, grandir très très vite et pouvoir remplacer la population rapidement. Pour devenir aussi grand, les sauropodes avaient besoin d'une quantité formidable de nourriture à chaque jour. Et les ancêtres des sauropodes leur ont légué une capacité unique, celle de pouvoir consommer leur nourriture sans avoir besoin de la mastiquer. La mastication requiert des os et des muscles massifs pour pouvoir broyer la nourriture. Comme les sauropodes n'ont pas besoin de mastiquer, ils n'ont pas besoin de cette musculature et de ces os, et donc la tête demeure petite. On a remarqué dans le schéma corporel du sauropode typique. Comme cette tête est très petite, elle n'est pas très lourde, et donc il y a une possibilité pour le sauropode d'avoir un plus grand cou. Ce plus grand cou lui donne donc accès à de la nourriture qui serait normalement inaccessible aux autres animaux, soit parce qu'elle est très haute, ou soit parce qu'il peut couvrir avec ce grand cou une immense surface au sol ou dans les arbustes par exemple, et donc consommer une très très grande quantité de nourriture sans avoir à se déplacer. L'étude actuelle des mammifères herbivores nous montre que la plupart des mammifères préfèrent manger la plus grande partie de leur nourriture qui est près d'eux et ensuite de se déplacer vers un autre endroit pour manger la nourriture. Un peu comme si l'animal était hésitant à devoir se déplacer pour manger. Et c'est normal, parce que la plus grande partie de l'énergie qui est déployée quand on doit se déplacer est perdue lorsqu'on accélère et qu'on freine. Donc, on avance de quelques pas et qu'on arrête pour manger. Donc, il y a définitivement un avantage à rester sur place pour pouvoir se nourrir. En ce sens, le sauropode qui a un énorme cou peut, sans avoir à se déplacer, consommer une quantité phénoménale de nourriture et ensuite déplacer son énorme corps, donc dépenser de l'énergie pour aller un peu plus loin et manger encore une énorme quantité de nourriture sans avoir à se déplacer. Aujourd'hui, la trompe de l'éléphant peut un peu jouer ce rôle. L'éléphant est énorme, il n'aime pas beaucoup se déplacer, et si vous regardez un éléphant se nourrir, il se déplace très peu et utilise plutôt sa trompe pour aller chercher le maximum de feuillage et de végétation avant de passer à un endroit un peu plus loin. Alors le long cou du sauropode lui permet de consommer énormément de nourriture sans avoir à dépenser trop d'énergie. Et si on consomme beaucoup de nourriture sans dépenser beaucoup d'énergie, évidemment, on prend du poids. On peut avoir plus d'énergie qui est dirigée vers la croissance. En plus, la mastication demande un certain temps aussi.
Alors, si le sauropode n'a pas besoin de mastiquer, il peut en 1 heure consommer beaucoup plus de nourriture qu'un animal qui doit mastiquer chaque bouchée pendant plusieurs minutes, surtout la végétation qui est très difficile à mastiquer. Et donc, il peut consommer encore plus de nourriture par heure qu'un animal qui mastique sa nourriture. On pourrait se poser la question de la digestion parce que avaler de la nourriture sans la mastiquer, c'est plutôt inconfortable pour nous. Et c'est aussi beaucoup plus difficile à digérer. Alors, le sauropode pallie à ce problème en ayant, on peut le deviner, un immense système digestif, un immense tube digestif qui augmente le temps de rétention de la nourriture. Et comme la nourriture passe un énorme temps à l'intérieur du corps, eh bien, les enzymes digestives ont le temps d'aller chercher le maximum d'énergie de végétation, malgré le fait que la nourriture n'ait pas été préalablement réduite en plus petits morceaux. Les œufs des sauropodes ne dépassaient pas une taille de 25 cm de diamètre environ, et donc cette taille est minuscule par rapport à la taille de l'animal. On peut donc présumer que les bébés sauropodes étaient plutôt petits, peut-être 1 mètre de longueur, alors que leurs parents mesurent 30 mètres ou 40 mètres à l'âge adulte. Alors il y a tout un défi de parvenir à la bonne taille pour atteindre la maturité sexuelle, parce que la survie de l'espèce dépend du nombre d'individus qui vont se rendre à la maturité sexuelle pour se reproduire. Il fallait donc que le sauropode se développe d'une façon extrêmement rapide. Sinon, peu d'individus auraient réussi à se rendre à la maturité sexuelle sans avoir été attaqués ou tués par un prédateur. Les sauropodes étaient couverts aussi sur ce point, car ils étaient endothermes, c'est-à-dire qu'un peu comme nous ou les oiseaux, ils peuvent générer eux-mêmes la chaleur nécessaire pour maintenir leur température corporelle, contrairement par exemple aux lézards ou aux serpents qui ont besoin de l'environnement pour se rafraîchir ou pour se réchauffer. Toutefois, ce type de production d'énergie nécessite un métabolisme élevé et donc nécessite de manger beaucoup de nourriture. Mais on a déjà vu que le sauropode n'avait pas ce problème, l'ingestion de nourriture était facile pour lui. Mais plus la masse d'un animal est grande, plus le rapport surface-volume est petit, et donc plus l'animal risque la surchauffe, surtout s'il est endotherme, comme nous ou un dinosaure. Mais encore une fois, le sauropode va se faire sauver par son grand cou, et aussi par sa longue queue, car ces deux structures ont une grande surface par rapport à leur volume et permettent au corps du sauropode de libérer une partie de la chaleur qui est en surplus lorsque le sang passe par ces structures. Un peu comme un éléphant utilise ses oreilles pour se rafraîchir. Mais ce fameux cou pose problème, parce que plus il devient grand, plus il devient lourd. Et plus il devient lourd, plus il gêne les mouvements de l'animal et donc sa capacité à se nourrir. Or, le haut taux de métabolisme des sauropodes est un peu comme celui des oiseaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un système de production d'énergie qui vient avec des os pneumatiques et donc des os un peu plus creux. Et donc la structure du cou était allégée par rapport à la nôtre, les vertèbres étaient creuses. Et donc malgré le fait que ce cou soit énorme, c'était en fait une extension poids léger. Et donc l'animal pouvait facilement se déplacer ce cou et se nourrir. Et donc en se nourrissant, il pouvait soutenir le métabolisme élevé qui lui-même stimulait la croissance rapide de l'animal pour atteindre rapidement la maturité sexuelle. Alors il était vraiment spécial ce long cou. L'oviparité est une autre caractéristique permettant aux sauropodes de devenir très grands. Parce que si on compare avec les grands animaux d'aujourd'hui, comme un éléphant par exemple, un éléphant est en gestation pendant près de 2 ans et doit supporter son enfant pendant plusieurs années avant qu'il n'atteigne la maturité sexuelle. Comme les sauropodes étaient plus grands que les éléphants, s'ils devaient être mammifères comme aujourd'hui, leur bébé serait peut-être plusieurs années en gestation. Et comme on sait, les éléphants n'ont pas beaucoup d'enfants, il y a généralement des portées d'un enfant, alors le taux de remplacement de la population est très faible chez les éléphants. Or, chez les sauropodes, on a trouvé des nids d'environ une dizaine d'œufs. Alors si on présume qu'une femelle sauropode peut pondre 2 ou 3 couvées de 10 œufs par année, elle produira ainsi de 20 à 30 rejetons dont elle n'a pas vraiment besoin de s'occuper. Et si c'est le cas, elles peuvent grandir très vite. Et malgré le fait qu'on en perd plusieurs sur les 30, à la prédation par exemple, quelques-uns réussiront à atteindre l'immense taille des parents et seront ainsi protégés de la prédation. Et on pourra plus facilement remplacer
la population. Et donc, ça permettait, encore une fois, aux sauropodes d'avoir le temps d'atteindre cette taille gigantesque. D'autres dinosaures herbivores ont existé, comme le fameux Triceratops et l'Hadrosaure, qui ont atteint des tailles très respectables. Mais ils étaient limités par la taille de leur tête, qui était liée au fait qu'ils devaient mastiquer leur nourriture. Et en plus, pour le Triceratops, il fallait supporter des cornes et une collerette. Et donc, le temps de mastication et le fait qu'ils avaient un moins grand coût leur demandait de se déplacer davantage, et donc plus d'énergie était dépensée pour se déplacer que pour grandir. Et donc, malgré le fait qu'ils aient atteint une taille respectable, ils ne se comparaient vraiment pas aux sauropodes. Certains dinosaures carnivores sont devenus eux aussi gigantesques, qu'on pense à l'allosaure ou au tyrannosaure. Mais dans les limites de leur schéma corporel, qui était bipède, ils ne pouvaient pas atteindre la même taille que les sauropodes. Et en plus, le fait qu'ils devaient se déplacer pour trouver leur proie augmentait leurs dépenses énergétiques. Mais comme leur proie était énorme, ils pouvaient eux aussi atteindre une très grande taille. Les sauropodes ont donc atteint cette taille immense d'abord par des caractéristiques acquises de leurs ancêtres, c'est-à-dire la capacité de manger de la nourriture sans avoir à la mastiquer et le fait qu'ils pondaient des œufs. De là, la pression des prédateurs a forcé une croissance plus rapide pour atteindre la maturité sexuelle. Cette croissance plus rapide a nécessité le développement d'un métabolisme plus rapide. Mais ce métabolisme plus rapide nécessitait plus de nourriture. Il y a donc eu une pression de sélection vers le long cou. Le long cou permettait à l'animal d'aller chercher davantage de nourriture, mais permettait également de climatiser son nouveau haut métabolisme. Toutes ces caractéristiques ont mené le sauropode à atteindre une taille gigantesque. Bref, c'est tout un cocktail évolutif qui a permis au sauropode d'atteindre cette taille titanesque. Et il est tout à fait normal d'être époustouflé par les records fracassés par ces animaux. Mais malgré leur incroyable avantage évolutif, ils n'ont pas réussi à survivre aux changements environnementaux majeurs qui se sont produits il y a environ 66 millions d'années et qui ont emmené la disparition de la plupart des grands dinosaures. Mais malgré leur disparition, ils vivent encore dans notre imaginaire. Vous avez appris quelque chose? Alors je vous invite à visionner l'une des vidéos à votre gauche ici pour en apprendre davantage sur la réalité qui nous entoure. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.